Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Moi, je le célèbre tout le temps, avec vous ensemble. Hier était une journée très pénible pour moi, très fatigante. J'ai développé un stress avant d'aller accompagner mon compatriote à l'immigration, de retour une mauvaise indigestion, un malaise qui a continué jusqu'aux publications. Alors je suis debout, ça veut dire que tout ça est derrière moi. Dieu a donc voulu que je sois là encore aujourd'hui. Je dois glorifier Allah et célébrer la vie. Vous aussi, je sais que de temps en temps, il y a des moments comme ça qui arrivent au courant d'une vie. On a un coup de barre, un coup de froid, un coup de fatigue, on a un petit bobo, et puis avec tout ce que nous mangeons ici, l'indigestion, a vite fait de nuire à la santé. Je sais que ce sont des moments très difficiles, en mondovision comme ça. Vraiment, nous sommes désolés. Toutes nos excuses et mes remerciements renouvelés à vous toutes et à vous tous qui m'avez appelé, avez écrit. Qu'est-ce qui ne va pas, Freeman? On t'a senti à la recherche du souffle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'asthme, la fatigue. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu malade? Vraiment, j'ai eu beaucoup de vos messages. Je les ai reçus et je vous dis infiniment merci. Merci beaucoup. Alors, ça me rassure. Ça me rassure, comme je le dis régulièrement, que je ne suis pas seul. Je suis avec vous. Et je sais qu'à tout moment, je peux compter sur vous, comme je le dis souvent. Que je sais compter sur vous. Je me suis senti protégé. J'ai senti vos énergies. J'ai senti votre présence. Et je vous dis merci beaucoup. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, de temps en temps, des moments comme ça arrivent. Et le médecin m'a dit que j'ai une bonne condition physique. C'est juste un malaise qui s'est présenté comme ça. Tu as une indigestion. Il faut continuer à maintenir le même train de vie, le sport tout le temps pour réguler la respiration. On parle longtemps, il faut bouger, il faut faire le sport, il faut continuer ici. Donc, ce que j'ai mangé hier, prochainement, je ferai attention. C'est comme ça qu'on étudie son corps. On étudie son corps quand arrive un incident. Je dis, bon, ben, alors, attends, qu'est-ce que j'ai bu hier? J'ai mangé où hier? C'était quoi exactement? À quel moment j'ai mangé ça? Donc, à partir de là, tu te poses un certain nombre de questions et tu recules. Donc, vraiment, toutes mes excuses et tous mes remerciements. Vous avez tellement été, oh là là. Ma boîte de messages est pleine de vos encouragements et de vos prières. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais ici faire la suite de la publication d'hier concernant la tentative de coup d'État. Alors, c'est très sérieux ce que je vous dis. Cette tentative de coup d'État se manifeste sur plusieurs registres. Vous avez vu que après le départ du ministre du Tourisme, il y a eu un communiqué qui a circulé insinuant que c'est Brenda Biya, Anastasia Yenga, qui allait remplacer le ministre en question. Tout ça, ça fait partie des actions de déstabilisation. Ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force utilisent tous les moyens pour pousser le peuple dans la rue. Certains profitaient de ce chaos pour s'emparer du pouvoir, d'autres profitaient de ce chaos pour s'enfuir. Alors vous avez donc vu également qu'il y a une lettre qui a circulé venant de Chantal Biya. Est-elle vraie ou est-elle fausse? Ça manifeste aussi des actions de manipulation. Depuis que Madame Chantal Biya, épouse du président Paul Biya, est aux côtés de son mari, personnellement, je n'ai jamais vu une communication écrite de cette femme s'impliquant en politique. Ça pose donc question. Sauf si, comme les choses changent,
peut décider qu'elle décide de prendre les rênes du pouvoir en lieu et place de son mari, ce que je doute fort. J'ai observé cette communication, ce communiqué, cette lettre avec beaucoup d'attention. Je me suis posé beaucoup de questions. Ben, ça me réconforte et ça me rejoint dans ce que je dis ici. La déstabilisation de la République épouse toutes les formes actuellement. Elle est sécuritaire, elle est économique, elle est sociale, elle est de tout ordre, elle est politique. Quand vous voyez les démissions, ces démissions-là relèvent quelque chose de très profond. Les ministres qui démissionnent, les ministres d'État, le ministre Sachiroma, le ministre Bello Bouba, des gens qui démissionnent dans des partis, il y a une fébrilité, il y a une tension, le Cameroun va très mal, très très mal. Donc, cette atmosphère se poursuit dans les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, l'armée. Alors, hier, je vous parlais des nominations au grade de général. L'armée dans notre pays, on doit éduquer les enfants, même dans les écoles, apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un militaire, comment l'armée fonctionne. Le Cameroun de demain, il y aura les cours de civisme et les cours qui vont enseigner, qui seront enseignés aux enfants de reconnaître ça c'est un caporal, ça c'est un vrai policier, ça c'est un faux policier. On doit apprendre ça. C'est-à-dire que certains officiers ou sous-officiers doivent aller donner ce cours-là dans des écoles primaires et même dans des universités. Comment reconnaître un vrai militaire et comment reconnaître un faux militaire. C'est très important. Alors, c'était un passage, tout simplement, une parenthèse, pour vous expliquer que l'armée, dans toute société, est le seul corps des métiers qui couvre tous les métiers. Et l'armée est la seule structure, après la médecine, bien entendu, peut-être ils vont de pair, mais l'armée est la seule structure qui couvre tous les métiers, y compris la médecine. Tous les métiers on trouve dans l'armée. L'armée est la seule structure organisée. C'est-à-dire, un soldat ne peut pas parler à un caporal-chef sans passer par le caporal, voire sans passer par le soldat de première classe. Hiérarchiquement, c'est comme ça. Tu es soldat de deuxième classe, tu dois parler au soldat de première classe au caporal, caporal-chef, caporal-chef sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, sous-lieutenant ou adjudant-chef major, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, ainsi de suite. Et tous ces grades-là fonctionnent avec une règle, c'est organisé. L'élévation à un grade répond au nombre d'années de service, répond à un diplôme, répond aux échelons, répond aux notations, répond aussi aux sanctions. Parce que tu peux être diplômé, tu peux avoir le grade le plus élevé, soit-il, dans ton unité, en tant que commandant de compagnie, capitaine, lieutenant, tout ce que tu veux. Mais si tu es puni, la punition te retarde dans l'évolution. La punition retarde ton avancement au grade. C'est pour ça que le militaire déteste la punition. Les jours d'arrêt, on arrête le militaire, on met en prison. Parce qu'il y a des prisons militaires à l'intérieur des camps militaires. Donc, tout ça répond à une organisation bien définie. C'est-à-dire, on sait quand est-ce que tu es entré dans l'armée et on sait quand est-ce que tu sortiras de l'armée. Le jour où tu rentres dans l'armée, on sait quand est-ce que tu sortiras de l'armée et on sait avec quel grade. On sait déjà. Mais ça peut changer au fur et à mesure où tu décides d'aller en stage. Parce que le diplôme avec lequel tu rentres dans l'armée, si tu maintiens ce diplôme-là, on connaît ta fin. Mais au cours de ta carrière, si tu entres avec le CPE, on peut savoir comment tu sortiras de cette armée. Avec le BEPC, le probatoire, le bac, la licence, le master, or whatever. So, on connaît avec quel grade tu peux sortir. Maintenant, il y a à l'intérieur là-bas des stages militaires qui doivent organiser ta sortie, ton évaluation, ton évolution, ton avancement. Le CAT1, le CAT2, le CAT3, et ainsi de suite. Indépendamment des diplômes civils, il y a des diplômes militaires
qui te permettent d'avancer dans l'armée. Il y a aussi le fait que tu peux entrer dans l'armée sans diplôme, avec le CPE ou avec le BPC. Tu demandes au ministre de la Défense que voilà, bon, moi j'ai envie d'aller continuer à faire un stage, je vais passer mon doctorat. Le ministre, tout ça est réglementé, tout ça est ordonné, organisé. Le ministre doit t'accorder la possibilité d'aller faire une formation pour obtenir le diplôme. Si le ministre trouve utile, on va canaliser, organiser par rapport à ton temps, par rapport à ton programme, pour aller à l'école et travailler, pour étudier et travailler. L'armée est la seule grande boîte sur cette terre qui aménage tout le monde. Tout le monde. Donc, quand des gens arrivent donc dans l'armée, décident d'évoluer par des moyens de corruption, par des moyens de magouille, par le sexe, par le tribalisme, par la débauche, par tout ce que vous avez imaginé, dont je vous ai parlé hier, avec notre compatriote Thierry Atangana, qui est le conseil du contre-amiral Joseph Fouda. Parce que justement, il nous a été rapporté que le contre-amiral, depuis des années, valide en signant de son nominatif, de son grade, des recommandations adressées à des institutions pour des personnes précises. C'est l'occasion de vous dire ici aujourd'hui que le contre-amiral, même s'il peut le faire, il faut qu'on soit d'accord, il peut le faire s'il en avait convenance, mais le contre-amiral Joseph Fouda, conseil spécial du président du Cameroun, n'a jamais recommandé quelqu'un pour qui que ce soit, en apposant son nom et son nominatif, qui puisse être au ministère de la Défense. Parce qu'il y a tellement de choses, comme ce qui se passe également à Douala. On nous fait comprendre qu'il y a même les dealers de drogue aussi, du côté du littoral, que le contre-amiral, c'est tellement traite avec ces personnes-là. Il y a tellement de choses sur la toile, Maître Atangana. C'est pour ça que je t'entends qu'il y a des choses sur la toile, mais il y a des faits. Pour ce qui est de cette affaire de drogue, je vais vous surprendre, M. Terbi Clarkson. Nous avons appris que le contre-amiral parrainait des dealers de drogue du côté de Douala. Et la chance a voulu que nous soyons interpellés par la famille de personnes détenues à la prison de Newbel, qui dénonçaient le fait que monsieur le contre-amiral serait justement le parrain de certains dealers. Monsieur David Classon, nous avons fait le transport pour la prison de Newbel, où nous avons effectivement rencontré deux personnes. Détenus? Deux détenus à la prison de Newbel. Par rapport aux affaires de drogue? Pas par rapport aux affaires de drogue, par rapport à une histoire de drogue, pas une histoire de blanchiment d'argent, c'est assez compliqué. Comme l'affaire passe encore devant le juge, du juge militaire, nous ne pouvons pas en commenter. C'était que ce qui nous déplaçait, c'était les faits qu'on prêtait au contre-amiral. Et l'audition faite par voie d'huissier de ces deux personnes nous a surpris, parce que ces deux personnes nous ont appris que le contre-amiral était le parrain d'un grand dealer de drogue se trouvait quelque part vers Bonanjo. L'occasion ici pour nous de dire que vraiment ces informations sont fausses, et nous mettons au défi quiconque de nous pour rapporter la preuve que un jour il a apporté un bien ou de l'argent qu'il a remis au contre-amiral. Je crois que dans le déroulement de cette émission, je pourrais vous expliquer un peu comment est-ce que les gens procèdent pour obtenir auprès de certains concitoyens des faveurs, dans le vif du sujet. Oui. A dit que nous sommes dans une espèce de mafia où des gens se font passer pour des proches du contre-amiral Joseph Fouda. Ils vont vers des individus en leur miroitant soit des nominations, soit des faveurs. J'ai encore été très surpris il y a quelques jours, n'est-ce pas, d'une chronique encore de Mme Marlène Mvutu, où on nous apprenait que le contre-amiral aurait reçu
un président directeur général d'une haute institution bancaire. Voilà ce genre de conneries qu'on laisse croire aux gens. En fait, ce qui est constant, M. David Garçon, c'est que le premier réseau qui est IJP, le nom de contre-amiral. Il y a beaucoup de réseaux. Il y a beaucoup de raisons, en fait. Il y a beaucoup de raisons. Parce que ce dont je vous parle, date d'il y a quelques jours, hein, c'est-à-dire que les gens continuent de se croire qu'elles ont été reçues par le contre-amiral. Il y en a qui continuent de se faire passer pour le contre-amiral. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une enquête, une procédure qui va être enclenchée à nouveau. Parce que le contre-amiral est péremptoire. Contrairement à ce qu'on pense, tant qu'une décision de justice n'est pas rendue pour déterminer de façon précise les personnes qui ont usurpé son nom, cette histoire ne s'arrêtera pas. Qui sont même les victimes dans cette histoire de trafic, dans cette histoire d'escroquerie? Les victimes se comptent partout. Les hommes politiques en sont victimes. Les hommes d'affaires en sont victimes. Des hauts gradés de l'armée en sont victimes. Les magistrats en sont victimes. Donc il n'y a pas une classification des victimes. Et ce qui est gênant en fait, M. David Garçon, c'est que j'échangeais dans le parcours qui nous a conduit à New Douala. Nous avons été approchés par un individu dont je peux faire taire le nom. Je me dis qu'en fait, je voulais justement vous rencontrer parce qu'on vous a vu parler à la télévision la dernière fois. Vous semblez être plus proche du contre-amiral. Parce que on nous a pris 350 millions pour notre frère. On a payé pour notre frère qui attendait de portée générale. Attends, qui vous a pris d'argent? 350 millions. 350 millions. Je parle des faits qui remontent il y a quelques jours. Le contre-amiral n'envoie pas des gens aller faire, n'est-ce pas, du marketing, du raquettage. C'est-à-dire que, alors, moi, à moi de leur dire, mais vous parlez même de quoi en fait? Est-ce que c'est le contre-amiral qui nomme les généraux? Il y a tout un processus. Ce n'est pas à moi de révéler ça, de vous révéler ça. Quand vous entrez, n'est-ce pas, dans un réseau comme celui-là, il faut en payer le prix. Et moi, je leur ai dit, et c'est très simple, il serait plus judicieux pour vous de saisir les instances judiciaires. C'est ce qui, pour moi, semble plus être une escroquerie. Mais de là à dire que le contre-amiral a reçu de l'argent pour garantir la nomination d'un général à un colonel, vraiment, on n'y a pas plus absurde. Et c'est l'occasion aussi de dire, rappeler aux téléspectateurs, à la communauté nationale et internationale que le contre-amiral n'a jamais envoyé quelqu'un pour qui que ce soit pour prendre l'argent pour des services qu'on pourrait lui rendre. Je vous ai pas dit encore. J'ai eu à échanger pendant plus de 2 ou 3 heures avec M. Patrice Nouma, notre compatriote qui est aux États-Unis. Parce que dans, justement, une des chroniques de M. de Bapou, dont nous avons une transcription, il avait laissé entendre qu'il avait remis à M. Nouma des documents volumineux sur un réseau d'arnaques qui s'étendait jusqu'à l'extérieur. Et je puis vous dire que des échanges que j'ai eus avec M. Patrice Nouma, il apparaît que les victimes ne sont pas seulement au Cameroun. Il y en a dans le monde entier. Mais malheureusement, et ce qui nous gêne, et je peux comprendre, n'est-ce pas, la gêne de ces personnes. Vous imaginez un peu un ministre qui va venir vous dire qu'on m'a pris 300 millions destinés au contre-amiral. Vous imaginez un directeur général au Cameroun venir vous dire qu'on m'a pris 600 millions destinés au contre-amiral. Vous imaginez un entrepreneur venir vous confier qu'on m'a pris 800 millions destinés au contre-amiral. Non, vous savez pourquoi, M. David Garçon? Non. Parce que dès que vous avez fait une révélation comme cela, au-delà de ça des dénonciations, vous interpellez, n'est-ce pas, les officiers de police judiciaire, vous interpellez, n'est-ce pas, la NIF. Parce qu'au-delà de tout, il y a manifestement des actes de corruption, de tentatives de corruption. Et vous savez comme au Cameroun que le corrupteur comme le corrompu sont passés, n'est-ce pas, de poursuites pénales. Alors quand il publie, comme il a publié hier,
Ça attire l'attention. En fait, on n'a pas publié hier, c'est moi qui ai rediffusé ça hier. Pour vous dire comment est-ce que ça fonctionne. Donc, l'armée ne connaît pas la corruption. L'armée obéit à la discipline, à l'ordre établi, au règlement intérieur. L'armée obéit au règlement intérieur, à la régulation intérieure. L'armée n'obéit pas à la corruption. L'armée n'obéit pas au chantage. L'armée n'obéit pas aux intimidations. L'armée obéit au cadre qui lui est interne et légal, qui permet à tout le monde, yeux fermés, d'avancer. Tout le monde peut réussir dans l'armée. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'avoir un père humain dans l'armée pour évoluer. Dès que tu entres, tu connais ta sortie. La discipline, ton diplôme, les stages, ton avancement suit. Le respect, la discipline, les stages, ton avancement suit tranquillement. Malheureusement, comme l'a dit le compatriote Thierry Atangana, Henri Thierry Atangana, on a vu des gens qui sont allés donner 350 millions pour porter le grade de général. Donc cette personne-là doit être arrêtée pour corruption. Pourquoi il donne 350 millions? De 350 millions, pourquoi il y a qui? On l'arrête d'abord et il va rejoindre la liste de ceux qui sont dans la corruption. Maintenant, il va retrouver encore un autre dossier qui est le dossier du faux contre-amiral qui reçoit de l'argent, dont on n'a pas encore retrouvé. Donc le colonel là, donc je refuse de donner, parce que j'ai retrouvé le colonel en question. Tu demandes qu'il lui-même aille se dénoncer parce que j'ai publié sa photo ici. Je lui demande à lui d'aller se dénoncer très rapidement à la CEMIL. Qu'il aille se dénoncer là-bas, avant que moi je ne publie son nom. Parce que moi, comme je vous dis, je ne dis rien sans élément de preuve. Je dis que ce colonel-là, qui a donné 350 millions, qu'il aille déjà donné son nom à la CEMIL. Parce que là-bas, on va devoir retracer qui est celui-là qui a récupéré les 350 millions. Qui est-il? Parce qu'il allait donner au contre-amiral. Donc c'est un faux contre-amiral parce que dans l'armée, on ne corrompt pas les gens. On ne paye pas le grade. On ne paye pas l'avancement. On ne paye pas l'affectation. On ne paye pas les missions. On ne paye pas les congés. On ne paye pas les vacances. On ne paye rien. Tout est ordonné. Tu as le droit de demander la permission. Tu as le droit d'aller en vacances. Tu as le droit de faire une évacuation sanitaire. Tu as le droit de prendre tes congés. Tu as le droit de demander une permission pour aller s'occuper de quelque chose d'une urgence. Le chef doit te donner ça. Parce qu'à l'époque, il y avait, je ne sais pas ce qu'est devenu la CEMIL en ce moment. À l'époque, il y avait les éléments de la CEMIL. Quand nous étions dans l'armée il y a plus de 30 ans, les éléments de la CEMIL se promènent dans la ville. Il te croise en tenue, il doit te poser la question, quelle est ta position actuelle? Le gars de la CEMIL que tu croises en civil, il te salue, il dit, je suis le sergent-chef Odoroussou, matricule temps, en service à la sécurité militaire. Et un élément de la sécurité militaire doit travailler partout, à tout moment, il peut interpeller tout le monde. Alors, je voudrais avoir votre ordre de mission. Quelle est votre position actuellement? Vous êtes en mission, vous êtes permissionnaire, vous êtes en vacances, vous êtes en service, ou vous êtes évasant, vous êtes permissionnaire. Ça peut arriver. Vous devez donner votre position et il doit se renseigner tout de suite. Si vous n'êtes pas dans tout ce que je vais les citer là, il vous arrête. Vous faites quoi dehors avec la tenue? Parce que c'est aussi comme ça qu'on détecte les faux militaires. Les militaires déserteurs qui se promènent dans la ville avec la tenue pour arnaquer les gens. Donc à l'époque, la CEMIL c'était ça. Donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue actuellement. Donc quand ce monsieur se lève, il dit qu'il recherche. Alors quand Thierry Atangana nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a donné 350 millions, cette personne-là est ou à la queue, ou au milieu, ou à la base d'un réseau de corrompus. Parce que ce colonel qui donne 350 millions, il sait très bien que depuis des années, on combat un faux contre-amiral qui prend l'argent partout pour nommer des personnes. Vous comprenez? Alors il est important qu'il aille se dénoncer très rapidement à la CEMIL avant que je ne publie moi-même sa photo ici. Parce que c'est un problème très important. On a plusieurs fois induit le président en erreur. On a induit le président en erreur en poussant le président à rétrograder un contre-amiral, un Sola. Il était en service en Chine. Il a été rétrogradé, il est mort. Toujours à cause des faux rapports. On a rétrogradé un général tout récemment. Le général Gambou Isaïe a été ramené en deuxième section. Comme ça, à travers un faux rapport. Qui fait ce faux rapport? Pourquoi on ne dit pas au président qu'est-ce qui se passe? Alors quand les choses comme ça se multiplient, ça interroge, ça pose question. On dit voilà,
il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, cette histoire-là est très importante. Revenons donc maintenant sur la nomination et l'élévation au grade des généraux. Je vous ai parlé de Jean Mundoa. Je vous ai parlé de Amougou Emmanuel Bote. Je vous ai parlé de Joseph Fouda. Ces trois personnes-là et d'autres ont organisé des affectations et des élévations en grade et des départs à la retraite en deuxième section pour les généraux. On ne sait pas comment ça s'est passé, comment ça s'est retrouvé, mais je peux vous dire ici que Mundoa a été reçu la semaine dernière au palais. Jean Mundoa devait être quelqu'un de puni depuis très longtemps. Je vous rappelle que l'année dernière, je vous ai démontré ici, Jean Mundoa qui a pris des militaires et il a envoyé ces militaires-là au Brésil, sans l'aval du président de la République du Cameroun, sans la décision du ministre de la Défense. Il a envoyé des militaires au Brésil pour aller faire une formation des officiers. À lui tout seul, Jean Mundoa, il a au moins 50 enfants dans l'armée. Police, gendarmerie, militaire, dans tous les corps, marine, armée de l'air, armée de terre, gendarmerie, police. Mais jusque-là, ce monsieur n'est pas puni. Ce n'est pas parce qu'il a des enfants, mais c'est qu'il y a toujours des gaffes qui se passent dans son département, dans son arme, là où il se trouve, l'armée marine. Et ce monsieur-là veut être le chef d'état-major des armées. Comme je vous l'ai dit hier, ma soirée d'hier était une soirée un peu très compliquée. Je n'ai pas donné tous les détails, je m'en excuse d'ailleurs, parce que je n'étais pas dans mon élément hier. Aujourd'hui, ça va mieux. Alors, je vous explique donc que le président s'est retrouvé avec une liste des généraux dans son bureau. Et avec des noms des gens qui vont comme ça en deuxième section. Et ceux qui sont affectés. Le président n'a pas demandé ça. Le président ne comprend pas que un gars comme le chef d'état-major des armées, René Claude Meka, retrouve son nom dans la liste de ceux qui vont en deuxième section sans que le président l'ait consulté. Sans que le président lui dise que voilà, vraiment, j'ai apprécié notre collaboration depuis 25 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Nous avons travaillé ensemble. Vous avez gravi les échelons jusqu'à être chef d'état-major des armées. Je vais devoir me séparer de vous. Vraiment, est-ce que vous avez quelqu'un à nous proposer à ce poste? Vous qui avez été... Non, le président est, si c'est le même que je connais, le président est procédurier. C'est-à-dire, pour être général, chef d'état-major des armées, c'est que tu as une expertise dans tous les corps d'armée. Il y a un diplôme, il y a des diplômes pour ça. En dehors du diplôme de chef d'état-major, diplôme de guerre, l'école de guerre. Il y a des diplômes qui veulent que tu puisses être capable d'être celui-là qui a un avis, une connaissance, fut-elle minime, de chaque corps d'armée. Tu ne peux pas quitter de la gendarmerie, dire que tu vas être chef d'état-major des armées. Tu peux être chef d'état d'un pays parce que tu as un chef d'état-major des armées qui a une expertise. Mais il n'est pas possible que tu sors commissaire de police, on fait de toi chef d'état-major des armées, ou alors tu sors de la marine. On dit on veut que tu sois chef d'état-major des armées. Non. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Parce que la marine est une branche de l'armée de terre. Le chef d'état-major de la marine n'a pas une expertise, l'expertise requise pour être le chef d'état-major des armées. Non. Il faut un certain parcours, il faut des écoles, il faut des diplômes pour que tu puisses être chef d'état-major des armées au Cameroun, dans tous les pays d'ailleurs. Donc, si tu es chef d'état-major de l'armée de l'air, ça correspond à quelque chose. Tu es chef d'état-major de la marine, ça correspond à quelque chose. Tu es chef d'état-major de la gendarmerie, ça correspond à quelque chose. Donc, chef d'état-major des armées, ça correspond aussi à un processus, à un parcours militaire bien défini. En dehors de l'école de guerre, il y a quelque chose de plus. Donc, Amougou Bote, chef d'état-major particulier du président de la République, a vu son nom écrit ici, comme étant quelqu'un qui va en deuxième section. René Claude Meka, son nom, je vais enlever les lunettes. Hier, j'étais fatigué, les gars. Aujourd'hui, j'ai la pêche, ma meuf. Je suis en forme. Je suis revenu en forme. Amougou Bote a donc son nom ici, comme celui qui part en deuxième section. Le président ne l'a pas contacté. Le président ne l'a pas vu. Il n'a pas vu ce monsieur. Le président n'a pas posé de questions que, mais comment? Amougou, mon chef d'état-major, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Amougou lui-même écrit son nom qui va en retraite en deuxième section. René Claude Meka écrit son nom qui va en retraite deuxième section. Les gars ont été tous surpris par tous ces noms-là qui ont été mis sur place par le conseiller spécial. Le vrai conseiller spécial ou le faux conseiller spécial, je n'en sais tout rien. Mais je sais que Mundoa n'était pas lui-même responsable de la rédaction de son nom sur cette liste. Je sais que René Claude Meka ne pouvait pas lui-même écrire son nom ici sur la colonne des gens qui vont en deuxième section. Je sais également que le général Baba n'était pas, on n'a pas consulté pour dire voilà,
tu vas en deuxième section. Mahamat allait en deuxième section. Claude Meka, deuxième section. Tout ce monde-là, leurs noms sont là, en deuxième section. Personne n'a été consulté. Le président est surpris d'avoir cette liste-là. Non seulement le président est surpris d'avoir cette liste, le président est aussi surpris de l'autre liste qui nomme les nouveaux généraux et les nouvelles affectations. Donc, René Claude Meka, qui va en deuxième section, devait être remplacé par le général, disons-le normalement par l'appellation normale de son arme, le contre-amiral Mandoa, qui devait jouer là, comme je vous ai dit hier, entre chef d'état-major et chef d'état-major particulier. Mais c'est dans le document, si les noms que je ne vous ai pas lu hier, c'est chef d'état-major des armées que Mandoa devait occuper. Et je vous rappelle que Mandoa, c'est l'homme des casseroles. L'homme des casseroles. Et il n'a pas cette qualité-là pour devenir chef d'état-major des armées. Lui, il est parmi les personnes qui doivent être à la retraite depuis très longtemps. Deuxième section, tout de suite. Alors, il est allé là-bas, il a marqué son nom. Maintenant, je vais vous donner quelques noms. Ceux qui devaient porter général. Chaque fois, je vais vous faire une petite liste de 5, ou quelques-uns que je vais vous donner. Dans cette liste-là, il y a le nom de ce colonel qui a donné 350 millions qu'on retrouve là-dedans. Je demande qu'il a lui-même donné son nom à la CEMIL avant que je donne ici. Je ne le prononce pas aujourd'hui. Mais il y a le nom de Ngolo Ngomba qui devait porter général. Ngolo Ngomba devait donc porter général. Je vous donne là quelques-uns qui devaient porter général. Il y a le nom de Banku Emile qui était là, qui devait porter général. Banku Emile. Il y a le nom de Beko Abondo. Je ne sais pas si on voulait l'amadouer pour lui faire comprendre qu'accepte de porter général. N'intervient pas quand il y aura une riposte. Tu neutralises tes éléments. On prend le contrôle du pays. Parce que Jean Mandoa, en devenant chef d'état-major des armées, c'était pour contrôler et neutraliser de l'autre côté. C'est un plan parce que dans leur tête là, il faut absolument mettre leur coup d'état en route. C'est ce qui tourne dans la tête de ces gens. Mais seulement, ces gens-là n'ont pas d'unité pour commander. Alors pour avoir la capacité de commander, il faut être là où il faut. Les deux là, le vrai ou faux contre-amiral, ils sont les Nchango. L'un a épousé la fille de l'autre, l'autre a épousé le fils de la fille de l'autre. Donc ils sont les Nchango. Dans leur tête, il faut absolument faire quelque chose. Je ne sais pas à quel niveau ils ont informé le ministre de la Défense, je n'en sais trop rien. Mais je peux vous dire ici que la manœuvre que ces gars ont opérée n'est pas une bonne manœuvre. C'est une manœuvre très compliquée. Une manœuvre pas bonne du tout. Parce que si vous payez pour l'élévation au grade, si vous payez pour porter le grade de général, mais ceux qui travaillent normalement vont faire comment? Ceux qui ne sont pas des Nchango, comment feront-ils? Ceux qui n'ont pas de femmes, de filles ou de cousines qui ont épousé la fille d'Am Mugobote, la fille de Joseph Fouda, la fille de Mandoa ou la fille de René Claude Meka. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Alors que l'armée, ce n'est pas ça. L'armée, c'est la seule famille où tout le monde est famille, où tout le monde bénéficie des mêmes avantages, des mêmes règles, des mêmes observations. Ce qui diffère, ce sont les sanctions. Si tu te comportes bien dans l'armée, tu évolues. Si tu te comportes mal, tu seras puni. Ça te retarde. Mais tout le monde suit le même carnaval, le même chemin, les mêmes procédures. Mais ici, les gens ont passé dans leur temps à faire le copain-copain entre eux. Le président se retrouve donc avec cette liste des généraux et ceux qui vont en retraite et ceux qui vont en deuxième section et ceux qui sont avancés, élevés au grade des généraux et ceux-là qui ont même, non seulement sont élevés au grade des généraux, qui vont occuper des postes. Des gens qui sont retraités. Le nom de Banku est déjà à la retraite. Alors, en voyant le nom de Banku à l'intérieur, ça m'a rappelé quelque chose. Je me suis rappelé d'une conversation de Parfait Mbapou avec le vrai ou faux contre-amiral qui faisait comprendre que c'est ce contre-amiral-là qui avait fait nommer le général Nouma, Melengi Nouma. En voyant le nom de Banku,
dans cette liste, je me suis dit, hey, c'est peut-être le même contre-amiral. Regardons un peu le dessin. Mbankui est en retraite. Son nom est ici. Mais Lingui Nouma était déjà en retraite. Il a porté général. Le vrai ou faux général a dit que c'est lui qui avait fait nommer Lingui Nouma. Alors c'est possible que ce soit lui aussi. Mbankui, il y a un petit lien. Tu vois, moi j'ai fait les parallèles. Je peux me tromper, je suis un homme. Vous avez vu que je peux avoir des faiblesses comme hier, la fatigue, le corps prendre un coup, un petit malaise peut arriver. Ça peut m'arriver aussi. Donc je m'interroge. Il ne faut pas m'en vouloir. Je pose des questions pour comprendre. Vous comprenez? Donc il est possible aussi qu'on comprenne. Donc il y a des gens qui sont allés à la retraite de façon anticipée. Pourquoi d'autres n'y vont pas? Pourquoi d'autres vont en retraite et reviennent? Porte générale. Alors que feront ceux qui sont là, qui travaillent, dont le parcours suit le cours normalement? Eux suivent le cours normalement, vous allez en retraite, vous revenez, vous portez général. Vous repartez, vous allez vous reposer, on vous appelle, on dit non, venez porter des médailles. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Le président n'en doit pas signer. Le président a dit, hey, je ne signe pas ça. Je ne veux pas signer, le président a mis ça de côté. Donc, je me rappelle également que ce n'est pas la première fois. Cette note dit, ce n'est pas la première fois que Mondoa est proposé. Il fut une fois, mais c'est le Bokam. Bokam était là à l'époque, mais on a toujours bloqué ça. Que le monsieur là n'a pas non seulement le tempérament, mais il n'a pas les connaissances requises. Chef d'état-major des armées. C'est compliqué. Donc, les gars, maintenant, pour mieux préserver les acquis, malhonnêtement acquis, il faut absolument prendre le pouvoir par tous les moyens. Il faut abattre Chantal Biya. Je dis à Bokor, il faut prendre ses responsabilités. Il faut faire très très attention, Bokor. Faites très très attention avec ces gens que tu vois là. Moi, la particularité que j'ai, c'est que je vous parle ici. Je vous dis des choses telles que je les reçois. Il y a quelque chose qui se prépare. La présidence est divisée en plusieurs sections. Il y a ceux qui comptent sur le BI, il y a ceux qui comptent sur la garde présidentielle, il y a ceux qui comptent sur la DSP, il y a ceux qui comptent sur l'armée, il y a ceux qui comptent... Voyez un peu. Il y a ceux qui comptent par la cuisine, il y a ceux qui veulent enlever la première dame, il y a ceux qui veulent assassiner la première dame, il y a ceux qui veulent neutraliser le président. Tout ça, c'est un bordel qui est en train de se préparer. Moi, je suis là que pour attirer votre attention. Faites gaffe. C'est vrai, faites gaffe. Parce que tout peut arriver à tout moment avec ces gens. Tellement ils sont assoiffés de pouvoir que tout peut arriver. La vie du président de la République ne vaut que dalle en ce moment bien précis. Aussi longtemps qu'ils ont utilisé le président de la République pour abuser le peuple, aujourd'hui, il faut utiliser le peuple pour abuser le président de la République. Mais seulement si je rentre dans ma logique personnelle, là, je rentre dans ma logique personnelle, ça c'est moi. Je me pose des questions en tant que citoyen. Ces gens-là, et plus ils sont nombreux, chacun de ces officiers supérieurs veut porter le grade de général, c'est vrai. Mais je poserai la question, moi, à ces gens-là. Vous avez été avec le président pendant autant d'années. Nous avons plus de généraux au mètre carré plus que les États-Unis. Qu'avez-vous fait avec le Cameroun qui croule dans la pauvreté et dans l'insécurité? Alors que vous êtes des généraux, dites-nous, l'insécurité bat son plein partout dans la République. Mais vous voulez porter des grades. Alors, moi je pose la question comme un citoyen lambda. Le président a fait de vous des officiers supérieurs. Pourquoi? Pour protéger le peuple camerounais et protéger le Cameroun. Dans les deux cas, rien n'est fait. Le pays sombre. Nous sommes devenus un territoire des terroristes. On tue, on enlève, et ce n'est pas aujourd'hui. Vous vous souvenez des faux agents de Transparence Internationale? Ça relève de la sécurité d'un pays. Ce sont des terroristes politiques, monsieur. Vous vous souvenez des enlèvements des Françaises de l'autre côté, au Grand Nord? Donc, les militaires de haut rang, supérieurs, vous entrez en complicité avec les ennemis pour déstabiliser moralement la République, moralement le peuple camerounais, financièrement le peuple camerounais, économiquement le peuple camerounais, politiquement. Vous entamez la crédibilité du président, qui est donc entouré d'une association de malfrats généraux. Vous voulez porter le grade supérieur, la palme, pour servir quoi? Soyons sérieux. On vous donne le grade maintenant. C'est pourquoi faire? Chaque semaine, les militaires sont tués dans le Nozo. Chaque semaine, les militaires sont tués dans le Grand Nord.
Chaque semaine, un gendarme doit mourir. Chaque semaine, un policier doit mourir. Ils ne sont pas en guerre avec une puissance, un pays étranger. C'est dans leur pays, à l'intérieur, que ça se passe. Les militaires s'entretuent entre eux. Les militaires sont tués par Boko Haram. Manque de matériel. Manque d'équipement. Mais vous voulez porter les grades. Vous voulez que le président vous nomme. C'est pour servir quoi? C'est pour servir qui et quand? Vos intérêts personnels. Le Cameroun va s'endetter. Mais un colonel sort de son sac 350 millions pour acheter un grade. Ceux qui n'ont pas cet argent la feront comment? Je veux comprendre. Ceux qui n'ont pas cet argent, comment feront-ils pour évoluer? Alors que l'armée est réglementée et organisée. Tout est organisé pour que tout militaire puisse évoluer sans avoir l'air de qui que ce soit. Ton évolution dépend de ta contribution, de ton effort, de ton expertise, de ton diplôme, de tes stages, de tes formations et de ta discipline dans l'armée, de ton comportement. Tu évolues tranquillement. Tu n'as pas besoin de devenir PD, tu n'as pas besoin de coucher en tant que femme mariée, aller coucher à gauche, à droite pour évoluer. Donc, le comportement comme ça, on conduit l'armée à ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, vous voulez porter des généraux. Est-ce que vous savez que l'année dernière, des bandits ont cambriolé chez le président? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Alors, vous, les futurs candidats au grade supérieur des généraux, qu'avez-vous fait dans la maison du président? Le lieu le plus sécurisé. Le lieu le plus sécurisé dans un pays, la présidence de la République. On a cambriolé là-bas. On a volé toutes les boissons de papa. On a volé toutes les boissons du président. Ce n'est pas seulement chez lui. Ils ont aussi cambriolé dans le cabinet civil. Alors ce pays-là a des généraux, des chefs d'état-major, des chefs d'état-major particuliers, des conseillers spéciaux du président. Mais on braque chez lui. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est pour vous. Les militaires sont agressés par des terroristes qui ont des drones. Personne ne se pose la question, comment circonscrire cette situation? Comment peut-on être en insécurité alors que nous avons les militaires les plus formés au monde? Le militaire camerounais est formé par au moins la moitié des pays dans ce monde-ci. Les militaires camerounais sont formés aux États-Unis, sont formés en Angleterre, sont formés au Maroc, sont formés en Grèce, sont formés en France, sont formés en Allemagne, sont formés en Chine, sont en Angleterre, ils sont formés partout. Partout on trouve les militaires camerounais. Mais nous sommes aujourd'hui sécurisés par des forces étrangères. Il faut aller chercher un Libanais qui vient au Cameroun profiter de nos ressources pour faire son business. Mais vous ne vous posez pas la question que, mais depuis que ce Libanais-là est au Cameroun, vous n'avez pas vu que le terrorisme a évolué? Le terrorisme s'est avancé, mais eux, ils se font de l'argent. Dans notre pays, les soldats sont pauvres, le peuple est pauvre, on maltraite les pauvres. Ces gens-là tapent même les policiers chez nous. Mais vous ne vous occupez pas de ça, mais vous demandez au président de vous nommer des généraux. Vous voulez des grades des généraux. Les étrangers gouvernent votre pays, les étrangers font des business dans votre pays, ils sont là pour gagner des marchés. On vous vend des fusils, les enfants vont en guerre avec les fusils de chasse. J'ai vu les Camerounais aller en stage. Des soldats. Soldats. C'était des élèves officiers. Avec à l'épaule des morceaux de bois. En forme de fusil. Dans un pays producteur de pétrole. Des élèves officiers sont en formation. Ils font la marche avec des morceaux de bois. Des morceaux de bois. Dans un pays producteur de pétrole, de gaz, de bois, du manganèse, producteur des plus grandes intelligences de la société camerounaise, et de la société en général dans ce monde-ci, mais vont en formation avec des morceaux de bois. Je me rappelle quand je suis allé à l'école militaire à Saint-Mexin, l'école. Dès que je suis entré au camp, première chose, visite médicale. Quand je suis sorti de là, on m'a donné mon paquetage. Après mon paquetage, on m'a dit, ok, direction la mûrie. J'ai pris mon arme, on m'a dit direction le tailleur, maître tailleur, pour aller prendre des mesures pour ma vareuse. J'ai gardé mon arme du premier jour jusqu'à la sortie.
C'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui le nettoie, c'est moi qui le garde. C'est mon arme de combat, c'est mon arme d'école, c'est mon arme d'exercice. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il faut t'habituer à ton arme. Si vous habituez un élément à porter un morceau de bois, mais quand il sera en fin de formation, on lui présente son arme, à quel moment il va s'habituer à cette arme-là? À quel moment va-t-il s'accaparer de cette arme-là? Faire son arme-là, son corps. Il devient corps avec son âme. Il doit le chérir comme son épouse. Vous marchez avec des morceaux de bois. J'ai vu ça. Et ces morceaux de bois-là, ils sont attachés parfois avec une corde. C'est-à-dire que l'arme a une bandolière. On demande aux soldats, quand ils ont même une arme normale, l'arme est tenue par la corde, la corde des chèvres. Vous savez, la corde qu'on tient la chèvre avec ça. C'est ça, la bandolière d'une arme au Cameroun, c'est la corde des chèvres. Alors que vous avez de l'argent. Mais allez donc voir des maisons que ces gars-là construisent. Les plus belles maisons au Cameroun sont des maisons des militaires. Les maisons des officiers. Les maisons des colonels. Allez voir la maison de Bissé. Allez voir ce que Bissé fait avec l'argent. Allez regarder les voitures de ces gens-là. Pendant ce temps, le peuple souffre. On tue les femmes, on tue les hommes, on tue les Camerounais, on enlève. Mais vous demandez au président de vous donner des galons. Pendant ce temps, le Cameroun est sécurisé par des étrangers, des Libanais. Vous le connaissez, celui qui est au Bir, là, c'était Libanais. Dans leur pays, ils ne peuvent pas sécuriser leur pays, qui vit sous les bombes tous les jours. Au Cameroun, il a compris que pour mieux vivre, il faut venir voir les gens, les spécialistes des retrocommissions. Vous gagnez des marchés, vous partagez avec les autorités, vous partagez l'argent avec les autorités. J'ai eu un message de mon téléphone. J'ai eu un message qui m'a été envoyé. Je vais vous lire ce message-là. C'est un militaire qui m'envoie ce message. Cher grand frère, Nouma Patrice Freeman, je salue, moi comme tous mes camarades qui sont ici, pour la plupart en tout cas, nous saluons votre courage pour dénoncer ce que nous vivons ici dans cette armée. Nous avons choisi cette armée pour servir la nation, protéger les Camerounaises et les Camerounais. Mais nous souffrons ici dans cette armée. Les militaires que nous sommes, nous utilisons les M21S, une mauvaise arme qui ne tient pas pour la guerre. C'est le SEMA et son équipe qui vont acheter ces ordures-là du côté de la Serbie. Alors que les Kalachnikov, entre parenthèses, AK-47, sont les meilleures armes d'assaut, même pour un ignorant. Vraiment, cher grand frère, Nouma, continuez de dénoncer. Peut-être un jour, à travers vos dénonciations, Dieu aidera et le président prêtera attention sur notre cas afin que les choses puissent changer. Nous souffrons dans cette armée. Nos officiers supérieurs sont des commerçants. Nos primes sont détournées. Nos avantages sont détournés. Nous mangeons mal dans cette armée. Cher grand frère, il faut faire quelque chose. Nous avons choisi cette armée par amour de la patrie et par amour du métier. Maintenant, c'est tout le monde qui veut déserter. Nous voulons partir de cette armée. Mais comment? Ça, c'est un soldat qui m'écrit ce message-là. Voilà les pleurs des militaires. Mais vous ne vous souciez pas de ces militaires-là. Vous vous souciez seulement de vos grades, de vos galons, de ce que vous voulez porter. Vous allez en retraite, vous dormez, après avoir gagné beaucoup d'argent, après avoir fait des business. Vous êtes au quartier militaire, de la militaire, marin. Vous allez vous coucher au quartier, vous revenez, vous voulez porter général. Vous êtes chez vous au quartier, hein, vous revenez, vous portez le galon. Vous êtes au quartier, vous revenez, vous avez la médaille. Mais ceux qui travaillent alors, nuit et jour, ils sont dans les permanences, ils sont en mission. Vous êtes dans les bureaux, les fils d'eux. Vous êtes dans le pétrole. Vous êtes assis, vous portez les grades. Vous voyez les militaires camerounais, je vous assure, il suffit de voir Tanganji, qui était civil. Il a les galons, il a les médailles, il a l'argent. Vous voyez les officiers, ils n'ont jamais tué une mouche. Ils n'ont jamais fait la guerre, même avec les moustiques. Mais les médailles, c'est jusqu'aux pieds. Mais vous voyez les soldats, ils n'ont pas de chaussures. Ils ne prennent pas de permission. Ils vivent mal. Ils mangent mal. Un militaire fait en poste 3 ans, théâtre de guerre. Il quitte d'un théâtre de guerre à un autre théâtre de guerre. Tu te mets comment? Et chaque jour, vous recrutez. Vous recrutez les gens pourquoi? Pour faire des relèves, des rotations, ça s'appelle. Vous n'observez pas. Vous ne régulez pas l'armée. C'est les mêmes personnes qui sont là que vous voyez à Yaoundé. Quelqu'un rentre dans l'armée, il arrive au même poste 20 ans à Yaoundé, 25 ans, il prend sa retraite à Yaoundé. Alors qu'un militaire doit faire le tour.
Vous comprenez pourquoi le général Melingi vous avez fait comprendre que on ne peut pas gagner la guerre dans le Nozo. Pourquoi? Parce que le terrain nous est étrange. Les gars ne connaissent pas le terrain. Les militaires camerounais ne connaissent pas le terrain de leur pays. Ils ne connaissent pas. Ça, c'était un général qui parle comme ça. Et il disait la vérité. Quand on forme les gens, Yaoundé, Koutaba, Ngaoundé, Djoum, point final. Après, on dit que non, l'autre est parti là-bas, tu es allé en France, l'autre est allé au Maroc, et ainsi de suite. Ils cherchent toujours des métiers de bureau où ils ne font rien. C'est comme ça qu'on trouve des faux colonels. J'en connais, hein? Faux colonel. Bientôt, vous allez apprendre que celui-là aussi, il a porté général. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que le monde est en train de changer. Le monde change. Les guerres sont partout. Le monde est dirigé par des armes et des guerres. Et tous les jours, il faut développer. Nous, on n'arrive même pas à développer quelque chose qui peut tuer une mouche. Toutes les expertises camerounaises, on dit non, on a vu un gars qui fait des drones. On présente à la télévision, paf, c'est fini. Mais si vous allez regarder les budgets, dans certaines armes, dans certaines unités, le budget a été débloqué pour acheter des drones. Mais il n'y a pas. Mais les terreaux, eux, ils ont des drones pour venir inspecter chez nous. Ils viennent, ils filment, ils connaissent la position, ils repartent. Et quand ils reviennent 500. Ils tuent 150 de nos militaires. 20 militaires au carreau. 18 militaires, 7 militaires, 3 militaires. Je vous rappelle, sans exagération, depuis la guerre de Bakassi jusqu'au Nozo, calculez, hein, depuis la guerre de Bakassi, passant par le Nozo et Boko Haram, nous sommes à plus de 1 500 000 militaires morts et disparus. Confondus, hein, policiers, militaires, gendarmes. Je ne vous parle pas des civils. Nous sommes à moins de 1 500 000. Mais chaque jour, on recrute, hein. On recrute. Si vous comptabilisez maintenant ceux qui sont des déserteurs, qui s'en vont, c'est un autre volet. Vous voulez porter des grades. Pourquoi vous êtes aussi égoïste? Pourquoi vous ne pensez qu'à vous? Qu'est-ce que Biya vous a fait de mal pour mériter un tel traitement? Qu'est-ce que le peuple camerounais vous a fait de mal pour mériter un tel traitement? Je veux comprendre. Donc, je parle ici pour attirer l'attention de la première dame, pour dire que ceux qui vous entourent, je parle ici de Vinando, celui-là qui était à une certaine époque aux côtés de Brenda Biya à l'international. Ils sont nombreux comme ça, les officiers. Quand vous regardez donc maintenant la fragilité, vous comprenez que vous avez servi à quoi au président? Vous avez passé le temps à courir après les enfants du président jusqu'à un certain niveau, que certains d'entre vous ne savent même plus tirer sur une arme. Vous ne pouvez même plus penser. La seule pensée de ceux qui entourent le président se résume tout simplement à « je vais construire ma maison, je vais épouser une deuxième femme, je veux le grade, j'ai acheté un terrain, mes enfants vont aller à l'école, mes enfants sont des docteurs, je veux que mon enfant soit ingénieur. » Et même là, ils échouent. Il faut forcer les diplômes, il faut les voler. Vous voyez donc que vous vous retrouvez maintenant dans une situation où tout peut exploser à tout moment. Tout, comme ça, peut exploser. En plein Yaoundé, nous avons tous ces généraux que vous voyez là, les aspirants au grade de général. Mais à Yaoundé, les enfants sortent avec les coupes-coupes, les goudins. Ils adressent les gens dans la ville qui abrite le président de la République. Dans la ville capitale qui habite toutes les chancelleries du monde entier sont chez nous, ou presque. Mais on a des généraux, hein, des potentiels généraux. On a des officiers supérieurs qui ne sont pas capables de sécuriser le pays. Mais tout ce qu'ils demandent au président, c'est qu'il veut porter le grade de général et il faut l'acheter. Il faut acheter ce grade-là. Et on est content avec ça. Et on veut que ça se passe comme ça. Non, je dis non. Ça ne va pas se passer ici. Hein. Nous allons nous battre. Hein. On ne peut pas accepter ça. Oui, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'il y a des enfants qui ont choisi l'armée par vocation, par amour de la patrie, par amour du métier. Vous avez choisi par amour du business, vous avez choisi pour un plaisir, je ne sais pas de trop quoi, mais il faut que ça change. Qu'est-ce que vous donnez au président en contrepartie? Vous lui donnez quoi? Laissons l'émotion, laissons la colère, laissons la critique. Soyons tout simplement objectifs en se posant quelques questions. Comment pouvons-nous avoir autant de généraux, autant de sous-officiers supérieurs et vivre en insécurité au Cameroun? Expliquez ça, posez cette question à n'importe qui. Comment pouvons-nous avoir autant d'officiers supérieurs et vivre dans un pays en insécurité?
Comment ça s'explique? Je ne comprends pas. Vous direz que Nouma, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour poser cette question, pour penser comme ça, pour réfléchir, parce que c'est là, c'est devant nous, nous vivons ça nous tous. Le président de la République est en insécurité chez lui à la maison. Le président de la République, on cambriole chez lui. Est-ce que vous pensez que ça sonne bien dans les oreilles? Le chef d'état-major là, René-Claude Meka, on a volé chez lui à la maison. Le chef d'état-major, on a volé chez lui à la maison. Le Cameroun brille aujourd'hui par des faux militaires. On a arrêté une femme là-bas, faux militaire. On a arrêté l'autre, faux gendarme. Partout maintenant, tout est faux. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, dans notre corps d'armée, la plupart sont faux. Et comment voulez-vous être utile au président de la République au point de lui demander de vous nommer? Je ne comprends pas. Il y a donc quelque chose qui se prépare. Et non, nous n'allons pas nous laisser faire. Je vous ai dit, le président de la République du Cameroun est une institution que je combats parce que je suis convaincu que cette institution a échoué. Mais le père Biya, comme tout parent, aucun père n'a le droit d'échouer. Parce que c'est nous qui échouons. Les pères nous ont tout donné pour les élever, tout du moins pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Alors, je suis autant responsable que la plupart des Camerounais qui veulent que les choses changent. Nous ne voulons donc pas que le président soit humilié, que le père Biya soit humilié, pas plus que Kavege Djibril, pas plus que Nyat Djifendi, pas plus que Clément Atangana, pas plus que Laurent Esso, pas plus que Adolphe Moudiki. Ces parents-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est à nous maintenant de faire le relais et la suite pour élever le pays. Je ne veux pas que mes parents subissent ce que j'ai vu au Congo avec Mobutu, ce que j'ai vu avec Blaise Compaoré, ce que j'ai vu avec Idriss Déby. Je vous dis ça tous les jours, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. Ils veulent nous amener dans la guerre des humiliations. Je ne suis pas là-dedans. Je dénonce pour que les choses changent. Et je sais que les Camerounais ont une très grosse et une très grande expertise pour changer les choses. Nous avons les moyens de le faire. Alors moi, je compte sur vous pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Ce qui se passe là, les faux généraux, les généraux monnayés, l'élévation par l'argent, les grades achetés, je ne suis pas là-dedans. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas la priorité en ce moment. La priorité, c'est le matériel pour sécuriser le pays. La priorité, c'est les réformes dans le Cameroun. La priorité n'est pas le grade de général. Non. La priorité est même de rétrograder beaucoup d'entre vous. Parce qu'ils ont échoué, ils ont volé, ils ont pillé. C'est ça la priorité, c'est une priorité. Permettre aux Camerounais, soldats, d'exprimer l'amour qu'il a pour ce métier des armes, pour l'armée. Donnez-lui les moyens. C'est ça la priorité. Sécuriser le triangle national. Sécuriser le Cameroun. C'est ça la priorité. On tue tous les jours, on kidnappe, on vole, on viole, on assassine. Mais vous persécutez le président avec des faux documents. Et tout ça avec la complicité de son cabinet civil. C'est dans le cabinet civil que ça se passe. On est dans les couloirs qui n'ont pas de sens. Le pays sombre, les gens sont là dans des petites choses qui n'ont ni tête ni queue. Des petites choses comme ça là. Hein? Élevez-vous. Vous voulez des postes, on vous les donne. Tout ce qui vous intéresse, c'est les femmes, les voitures, l'argent, les maisons, les femmes, les voitures, l'argent, les maisons. Maintenant, voilà le président qui est face à la réalité. Maintenant, pour assumer ça face to face, vous entrez dans des petits bisbilles, des fausses propositions de nomination. Les Camerounais vont sortir. Et je fais confiance aux soldats qui m'écoutent. Le moment venu, nous allons traquer tous ces faux généraux-là. Il faut les passer au tribunal militaire et c'est la peine capitale qui va répondre à leur place. On ne peut pas accepter ça. Humilier le peuple, humilier l'armée et humilier le président. À l'international, nous sommes comme ça. On ne peut pas accepter ça pour longtemps. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Vous me l'avez encore prouvé hier. Que je peux compter sur vous à tout moment. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.